qu'on va voir, c'est bon, le côté un petit peu enfin, l'historique des recos du W3C. Alors, ça va être vite fait, hein, alors de date et puis ça va être plié. Les avantages, les inconvénients. Moi, j'ai essayé de centrer un peu ma présentation sur sur mon profil à moi. C'est-à-dire pour avoir utilisé déjà à la base des tableaux pour faire des mises en page, et ensuite des mises en page par float, etc., par positionnement. Et maintenant, en fait, avec tout ce bagage-là, ce que j'appelle là dans le 3 l'obstacle didactique, j'ai essayé de... Ça fait sérieux et ça fait scientifique. Essayez de voir, parce que je pense que le problème va être le même pour vous, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé Flexbox et qui vont s'y mettre. Si vous avez déjà l'habitude de l'intégration et du modèle de boîte, des modes de positionnement qu'on a vu même en master, ça n'a rien à voir. Et donc il faut casser les habitudes et reprendre pas mal de choses. Et on va faire, j'ai fait des petits exemples sur CodePen, puis on va les voir ensemble. Le but, c'est d'aller assez court sur la présentation en elle-même pour en discuter après. Et voir peut-être des cas pratiques, ou discuter de cas pratiques que vous avez pu voir. Je pense que ce serait un peu plus intéressant. Alors, historique et définition, Flexbox pour Flexible Box Layout Module. Bon, c'est une spécification du W3C, spec CSS3. Il y a eu un premier brouillon en 2009. C'est à peu près où, enfin oui, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à en entendre parler. Perso, moi, je regardais ça un peu de loin. Je voyais pas encore trop l'intérêt. Il y avait des démos, bon, c'était cool. Elle a été en candidate release jusqu'au 1er septembre 2016, donc ça fait pas si longtemps. Et donc, je suppose, j'ai été voir sur le site du W3C, mais je suppose que ça veut dire que maintenant elle est passée en standard vraiment, en recommandation. Vous pourrez aller voir, parce que pour une fois en plus, par rapport au spec CSS 2, 2.1, celle-là elle est un peu plus humaine, un peu plus intelligible. Les autres étaient un peu plus corsés à comprendre. Là vraiment, vous pouvez aller voir, il y a même des exemples et tout, c'est un truc incroyable. Alors, les objectifs de Flexbox, c'est faire table rase en fait du modèle qu'on a actuel avec les floats, les positions, les display inline blocks, etc. Des choses qui sont, enfin en tout cas qui sont arrivées petit à petit comme ça un peu sur le tas, mais qui n'ont jamais été faites pour faire, penser globalement pour faire de l'intégration d'interface. Donc là, c'est ça que Flexbox propose, c'est un nouveau modèle de positionnement plus simple et plus logique par rapport aux besoins vraiment d'intégration d'interface, ce qui n'était pas le cas avant. Ça permet, on va le voir après, mais c'est un des objectifs à la base, et cet objectif, on va voir qu'il est rempli, de rendre des cas de figure très courants d'intégration, beaucoup plus simples à réaliser, et surtout, je m'avance un peu sur ce que je vais dire après, mais on n'a plus besoin d'espèces de hacks et d'espèces de trucs pas très jolis pour contourner les problèmes de flux HTML. Flexbox règle tout ça. Et avoir un système de positionnement plus adapté aux problématiques de responsive, parce que Flexbox permet, de base en tout cas, quasiment toutes les propriétés de Flexbox sont fluides. Flexbox, fluide, oui. Du coup ça se tient. Et il y a un truc qui est vraiment intéressant quand même, c'est que pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'intégration HTML, CSS, pour moi, ça me paraît très compliqué, Flexbox, et j'ai toujours mis ça un peu de côté jusqu'à l'année dernière où je l'ai utilisé en prod, mais ça m'a toujours semblé compliqué, pas logique par rapport à ce que j'ai l'habitude, mais en fait, mes habitudes, elles sont pas logiques du tout, donc forcément c'était un peu compliqué. Et je me dis, il faudrait que je vois par exemple dans le master si à partir peut-être pas de l'année prochaine, mais de l'année d'après, si on peut enseigner Flexbox, voir si ça marche mieux, si c'est plus simple à comprendre que les floats, etc. Parce que
c'est toujours galère à expliquer et galère à comprendre. Voilà. Bon, les avantages, les inconvénients. Il y a plusieurs choses à avoir en tête avant de commencer à intégrer avec Flexbox. C'est ce que je disais. L'apprentissage et donc le temps d'apprentissage ne sera pas le même selon si vous êtes intégrateur ou pas. Donc ce qu'il y a, c'est que quand même, si on est intégrateur de métier, il faut quand même prévoir quand on passe, quand on veut travailler avec Flexbox en prod, il y a quand même un temps d'apprentissage qui est pas conséquent, mais quand même plus que pour d'autres technologies. C'est un mode de positionnement complètement différent. Et il y a un support navigateur quand même qui est à prendre en compte. Je vais peut-être mis derrière. Ouais. Et là, c'est une capture de Can I Use. Le support navigateur à prendre en compte, forcément, c'est celui-là. CIE10 et plus. Ouais. Sachant que après, là derrière, c'est du support partiel. C'est du support partiel, mais quasiment complet. Mais il y a pas mal d'avantages. Au niveau vraiment du métier d'intégrateur, c'est une intégration qui est plus simple, qui est plus lisible. Vraiment, quand vous voyez une feuille CSS avec sur des blocs du float, du machin comme ça ne veut pas dire grand-chose. Quand vous avez un code, une mise en page qui est faite avec Flexbox par exemple, ça a un peu plus de sens. Notamment via les propriétés order par exemple qui rendent le truc quand même beaucoup plus lisible. Le support, bon, il n'est pas intégral, mais il est quand même pas si mal. IE10, c'est quand même pas mal pour pas mal de projets. Et bon, après, il y a des solutions de secours toujours quand même. On pourra les voir après si vous voulez. Et Flexbox, et encore plus avec le module Gradle Layouts, rend beaucoup de frameworks CSS quasiment inutiles. Parce que c'est toutes les problématiques justement qui sont attirantes dans les frameworks CSS, Bootstrap, Foundation, etc. Ben, quand on voit la simplicité du code et la simplicité d'exécution de choses comme ça faites avec les Gradle Layouts et Flexbox, ben, on se dit pourquoi est-ce que je vais aller m'embêter à apprendre des classes et une structure HTML alors que c'est beaucoup plus simple de ce côté-là. Il y a d'autres points à prendre en compte. Des choses que j'aime bien. Le premier, ça c'est dans les premiers temps de Flexbox, il y en a beaucoup qui parlaient de ça, qui faisaient un historique, etc. J'ai pas réussi à retrouver les références que je voulais, mais l'idée c'est que Flexbox est beaucoup plus cohérent par rapport aux autres modèles d'intégration logicielle, notamment mobile natif. Donc ça permet d'avoir une certaine cohérence dans la façon de penser entre les différents métiers, ça c'est pas si mal que ça. Et on avait parlé de React Native. Flexbox, c'est le modèle de positionnement retenu par Facebook pour React Native. C'est une implémentation de Flexbox, c'est pas tout à fait pareil, mais bon. C'est l'idée qui a été retenue. Alors, l'obstacle didactique, j'en ai déjà parlé, et puis je voulais mettre un super mot là-dessus. À la base, je voulais mettre obstacle épistémologique, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Alors j'ai mis didactique, et là je me suis rendu compte que c'était ça. C'est ce que je dis depuis le début, c'est que le plus gros obstacle dans l'apprentissage de Flexbox, c'est ce qu'on a appris de l'intégration HTML, CSS depuis le départ en fait. Et moi je compare souvent ça, ça va être après. Bon, du coup je reviens là-dessus. Parce que notre modèle qu'on utilise jusqu'à présent et encore aujourd'hui, je pense qu'à peu près sur tous les projets que vous bossez, vous utilisez des floats, etc. C'est un modèle qui, à peu près pour tout le monde, même ceux qui sont dans le métier depuis plusieurs années, est compliqué, qui n'est pas logique et qui est un peu bancal sur les bords. Dans la mesure où, il y a des fois, avec toute la bonne volonté du monde, on ne sait pas pourquoi, ou alors il faut des explications théoriques et aller dans les spécifications du W tracé pour savoir pourquoi ce bloc passe dessous. On ne sait toujours pas. Je paraphrase, mais en fait, moi je compare ça au fait, à la base moi j'avais appris avec des mises en page en tableau. Et le fait de passer vers le modèle de boîte HTML, CSS
et les positionnements, enfin vraiment tous les positionnements en CSS standard. J'ai l'impression que c'est à peu près la même complication en fait, c'est aussi compliqué pour moi. En fait, pour résumer le truc et pour interpréter les choses, parce que ça faisait quand même un moment que je regardais Flexbox, des fois je m'essayais à faire des tests sur CodePen ou d'autres trucs pour essayer de voir comment ça marchait, je faisais des démos. Mais en fait, le plus simple pour prendre les choses, parce qu'on voit pas mal de tutos, etc. Et puis en fait, généralement, ils prennent pas forcément le Flexbox dans le bon sens. Enfin, en tout cas pour apprendre, et en tout cas pour moi. Le bon sens pour le comprendre, c'est déjà de comprendre qu'il y a deux notions fondamentales, le flex container et le flex item. Donc déjà une fois qu'on sait qu'il y a ces deux trucs-là, et que chacun a ses propriétés, et que chacun peut, comment dire, a des prérogatives, bah, on s'épargne pas mal de travail. Donc, premier truc, c'est le flex container. Là, c'est le conteneur. C'est la boîte qui va contenir les choses. Et donc c'est une petite gymnastique inverse qu'on doit faire. C'est que c'est lui qui gère la distribution de ses enfants. C'est le conteneur. Alors qu'avant, sur chaque enfant, on mettait des floats ou des display inline block. Et éventuellement, sur le conteneur, on mettait un texte à ligne ou des choses pour gérer l'alignement ensuite. Non. Là, c'est lui qui va gérer la distribution de tous ses enfants directs. C'est lui qui gère tout l'alignement de ses enfants directs. Et c'est lui qui gère la distribution de l'espace autour de ses enfants directs. Pour rester dans un cadre général, c'est vraiment lui qui donne les règles de comment ces enfants doivent se positionner. Les règles générales, les règles de base. Du coup, le flex container, il a certaines propriétés. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les flex items aussi ont d'autres propriétés. Les flex containers, il y en a d'autres derrière, mais déjà ils peuvent prendre display. Bon, ça jusque-là ça va, c'est la même qu'avant, sauf que dans le cadre de Flexbox, il y a deux propriétés qui sont intéressantes, mais qui sont à utiliser, parce que si vous ne les utilisez pas, vous ne pourrez pas utiliser, je pense, enfin je n'ai pas testé, remarque, mais je ne pense pas que vous pourriez utiliser les propriétés qui sont derrière. Donc, pour définir un élément flex container, il faut lui mettre un display flex ou inline flex. La différence entre les deux, c'est que flex, ça va être un élément de type bloc auquel on va attacher le modèle flexbox, et l'autre c'est un élément inline block auquel on va attacher le modèle flex. On passe à la suite. Le flex direction, c'est lui qui gère la distribution verticale, horizontale et l'ordre des flex items. C'est-à-dire qu'avec Flex Direction, on peut déjà déterminer si si les enfants directs vont se présenter de façon horizontale ou verticale, respectivement, je dis horizontale et verticale, donc respectivement avec row et colonne. Et gérer déjà une idée d'ordre des éléments, parce qu'on peut les mettre en reverse pour chacun des trucs. Concrètement, je n'ai pas encore saisi vraiment l'importance de mettre des choses directement de base en reverse, sans les mettre dans le flux HTML. Pourquoi mettre les choses à l'envers, ça doit avoir une utilité, mais je ne l'ai pas encore vu. FlexWrap, il gère la césure dans la distribution des éléments. C'est-à-dire que s'il n'y a plus assez de place pour l'enfant suivant, et ben, il passe à la ligne. Un peu comme l'inline block en fait. FlexFlow, c'est la combinaison des deux propriétés précédentes. Il y a pas mal de propriétés qui sont des raccourcis. Alors, les propriétés raccourcis, là, moi, dans les exemples, je ne les ai pas trop utilisées parce que c'est elles qui génèrent le plus d'incompatibilité en fait. Surtout avec IE10 et IE11, je crois, ils ne comprennent pas encore bien. Donc je ne les utilise pas trop pour l'instant. Autre propriété attachée au Flex Container, Justify Content, gère la façon dont les éléments se placent les uns par rapport aux autres. Donc là on arrive déjà dans les trucs intéressants et dans les problématiques où, pour le faire avec le modèle de boîte qu'on utilise actuellement, enfin, le modèle de positionnement entre guillemets normal, là on arrive dans les trucs qui commencent à être intéressants.
gère la façon dont les éléments se placent les uns par rapport aux autres. On peut tous les centrer si on veut, on peut les mettre tout à gauche, tout à droite, comme on veut. Align items gère l'alignement secondaire, c'est-à-dire que si vous avez mis des choses en colonne, vous allez pouvoir lui dire que l'alignement secondaire sera horizontal, donc, puisqu'on est en colonne, et que les éléments de mes items dans ma colonne vont être centrés. Et vice versa, si on est sur une rangée, l'alignement vertical. Donc ça c'est pareil, enfin. Align content, il gère l'alignement du contenu juste en cas de césure. Donc là on est dans un cas un peu plus spécifique, mais si par exemple vous avez une rangée qui passe à la ligne, vous pouvez lui dire de centrer ces éléments. Alors, j'ai mis un exemple. Très honnêtement, je ne sais pas sur quoi on va arriver. J'ai dû faire un petit... Ah, voilà. J'ai fait un petit menu. Rock, Frank, Michel Sardou et Johnny. Donc ça doit être ma discographie. Quand je disais qu'au niveau de la lecture du code, on est sur quelque chose de plus lisible et de plus compréhensible et de plus simple surtout, on le voit directement. Hop. J'ai juste à changer une propriété qui veut dire quelque chose sur une valeur qui veut dire quelque chose sur une propriété qui veut dire quelque chose, et j'arrive au résultat voulu. Alors que pour faire la même chose avec le modèle CSS qu'on utilise actuellement, il faudrait bidouiller un peu plus. Et en plus quelqu'un qui regarde le code, et surtout un nouvel apprenant, il ne saurait pas trop, il y aurait un côté magique derrière tout ça. Moi je vais repartir en RAW, un truc que j'aime bien. Moi j'ai dû le mettre, ouais, je vais mettre. Celle-là je l'aime bien parce que c'est le genre de truc, ça fait un moment qu'on veut le faire, et il y a des techniques pour le faire, mais c'est jamais satisfaisant. Flexbox il prend vraiment en compte l'espace disponible, et il le recalcule. Donc on n'a plus à avoir de logique comme ça, ou même parfois passer par des hacks en JavaScript pour faire des choses comme ça. C'est quand même vachement plus simple. Bon, il y a quand même des choses en CSS, mais c'est pareil, pour faire la même chose avec des floats, etc., on arrive sur un code qui est quand même assez lourd, pas lisible, et en plus un peu moins fiable. Parce que pour faire la même chose, il va s'adapter sur pas mal de choses. Si je veux faire la même chose avec des pourcentages, etc., au bout d'un moment, ça va casser. J'en suis sûr. Là, non, on a quelque chose de plus robuste quand même. Donc là, voilà, on a vu des règles générales où on peut gérer la disposition, l'espace autour des éléments qui sont à l'intérieur de notre conteneur. Ça, c'est bien. Mais bon, je vous apprends rien si je vous dis que une mise en page web, c'est fait à peu près que d'exceptions. Et c'est là, après, qu'on a besoin de mettre des propriétés sur les flex items, où on va gérer vraiment le cas spécifique d'un élément en particulier auquel on a besoin de lui mettre une disposition, une taille particulière. Au contraire donc, du conteneur où on va cibler tous les enfants finalement avec les propriétés, le flex item, lui, ne concerne que l'item qui est sélectionné. Il y a une classe, on a dit, un élément même, comme vous voulez. Les flex items, pour les flex containers, on avait besoin de lui mettre un display flex ou inline flex. Les flex items, ils le sont par défaut. De fait, si son parent direct est flex container, un flex item devient un flex item. Alors, la première propriété qui est super intéressante avec les flex items, c'est order. On peut jouer, du coup, le flux HTML, on peut avoir un flux HTML intelligible et surtout accessible, lisible par différents appareils, et après au niveau de la mise en page, vraiment gérer l'ordre sans avoir à casser ou alors masquer des choses et les réafficher. Non, là, avec order, ça c'est vraiment un truc qu'on attendait par exemple. Donc order, du coup, on peut, sur un flex item donné, à une certaine résolution il peut avoir un ordre, à une autre résolution il peut être
à une place complètement différente, on peut le positionner. Bon. Quand je dis une place complètement différente, c'est dans le jeu d'éléments qui sont les enfants directs, qui sont ses frères, uniquement. Donc après, il faut avoir une structure HTML qui permette de prévoir ce qu'on veut faire. Là, après, il y en a un peu plus aussi de propriétés. Align self, donc c'est la même chose qu'align items, mais vraiment spécifique au flex item concerné. On définit un alignement juste pour un élément. Flex grow, il permet d'autoriser ou de restreindre la capacité d'un élément à grossir. Donc par défaut, c'est 0. Ce qui veut, enfin, associé avec l'autre propriété flex shrink, c'est la même chose que flex grow. En fait, ça fait un peu max width ou min width. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un élément, par défaut, un élément dans le modèle flex ne peut pas grossir. Par contre, il peut réduire. Il est déjà en max width 100% de sa taille de base, en fait. De la taille de son contenu, en tout cas. Flex basis, on peut accorder une taille de base à un élément, avec les valeurs, avec les unités qu'on utilise actuellement. De toute façon, ça ne change pas, pourcentage, etc. Et flex, c'est la propriété raccourcie des trois précédentes. Ça veut dire que, il me semble, il faudrait que je me le remette en tête, mais on peut avoir des propriétés flex avec des valeurs 1, 1, et après 500 px par exemple. Ça peut aller un peu plus vite, mais c'est pareil, il y a des petites subtilités dans la propriété flex, notamment, il me semble que sur IE ou même peut-être tous les navigateurs, on ne peut pas mettre 0, il faut mettre au moins 0%. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais bon. Et ça permet de gérer des cas particuliers, du coup. J'ai mis des classes sur mes éléments pour leur préciser différentes tailles. J'ai fait un petit jeu de classes, enfin là, du coup, il n'y en a que deux, large et X large, pour... Ah oui, j'espère que ça vous choque pas trop, mais je suis en syntaxe SAS... comment ça s'appelle déjà? Enfin, indenté, qu'il appelle la vieille syntaxe. Mais bon. Là, ce qui nous concerne, enfin en tout cas ce que je voulais montrer, c'était les propriétés qui sont attachées à ces deux classes. Donc ils vont gérer respectivement cet élément-là. Et Michel Sardou. Et Michel Sardou, je voulais le mettre en valeur. Et là, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai autorisé l'élément func à grossir. Malheureusement, j'ai autorisé Michel Sardou à grossir et à même être 2 fois plus gros que les autres. Donc func ne pourra pas de toute façon grossir plus parce que Michel Sardou prend toute la place. Et je leur ai mis une taille de base pour les deux pourtant à 50%. Mais vous voyez que func, j'ai pas précisé enfin je lui ai recommandé sa capacité à se réduire. Parce que de toute façon par défaut il peut. Donc lui, tout ce qu'il peut faire là actuellement, enfin en tout cas ce que je lui ai dit, c'est que par défaut il était à 50%, qu'il peut grossir, et ça j'ai pas besoin de le mettre parce que c'est la propriété par défaut, mais du coup il peut réduire. Et vu qu'il y a Michel Sardou à côté, qui lui peut grossir et qui sera 2 fois plus gros que ceux qui sont à côté, je lui ai mis la même valeur de base de 50%, mais par contre je lui ai dit que lui il ne pourra pas se réduire. Donc c'est un peu un comment dire, un concours de celui qui aura le plus gros biceps, mais du coup là c'est Michel Sardou qui gagne. Les éléments comme ça vont se partager les 100%, enfin en tout cas l'espace disponible selon ces propriétés-là. J'ai pas été plus loin après avec les align self, parce que du coup, très honnêtement, là aussi, enfin en tout cas dans le cas que je présente, j'ai pas trop vu l'intérêt de bien distribuer mes items en prenant en compte l'espace qu'il y a autour et tout, puis après d'en mettre un complètement à gauche, complètement à droite. Mais il peut y avoir des cas où c'est intéressant. Comme les histoires de drapeaux de langue, etc. On peut imaginer un menu bien centré, bien réparti au centre, mais qui ne prend pas 100% de la largeur de la page.
et le menu de langue, le petit switcher qui est complètement sur la droite ou sur la gauche. Et là, c'est très simple de le faire. Du coup, on n'a pas besoin de faire un élément à part en dehors du truc et de gérer indépendamment. Il sera dedans. C'est juste que Alinself permettra de le sortir de cette règle. Voilà. Ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est que bon, la logique jusqu'à présent, enfin que je vous ai montré, elle est assez simple, même un peu simpliste. On a des éléments qui sont conteneurs et à l'intérieur il y a des items et puis bon, fin de l'histoire. Mais non, c'est qu'un flex container peut lui-même être un flex item ou l'inverse. Flex item peut être un flex container. Du coup, on peut les imbriquer et avoir des mises en page assez élaborées, simplement, et gérer toutes ces histoires d'ordre. Je pense l'avoir fait derrière, j'avais mis un exemple. Là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un code HTML simple, une sémantique assez simple, avec un header, un main et un footer, lesquels sont des flex containers, mais lesquels sont des flex items aussi, puisque j'ai mis le body, je lui ai attaché le modèle flex. Donc, le header, le footer et le contenu principal, je vais pouvoir les gérer comme des éléments flex. Ce qui est assez intéressant parce que si pour une raison obscure je voudrais que sur mobile le footer passe tout en haut, j'aurais pas de problème à le faire avec order. Et après dans les, du coup ça crée plusieurs strates dans notre modèle flex. Un général avec header, contenu, footer, puis là déjà il y en a un deuxième avec le menu. Et on pourrait imaginer un troisième avec un sous-menu, etc., etc. Bon, après, il ne faut pas se perdre dans l'histoire, parce que si c'est pour créer du code qui est encore plus compliqué que ce qu'on fait déjà, c'est peut-être plus trop intéressant. Mais il y a une autre chose qui va arriver et qui va être un peu plus intéressante pour Flexbox. Donc, je vais en parler vite fait après, et puis ça pourrait être l'occasion d'en parler sur une autre conférence. Il faut se rendre compte quand même qu'il y a des choses, et par exemple, dans les cours que je donne, je le dis assez souvent, il y a un cas, par exemple, par restriction, par contrainte technique, on s'évite de le faire. Je pense, par exemple, au logo de l'entreprise au milieu du menu. C'est le genre de truc, pour plusieurs raisons, on évitait de le faire. Bon, déjà, le premier, et ça c'est pas réglé avec Flexbox, mais le premier, c'est que si on a 5 items du menu avec le logo au milieu, c'est-à-dire il y en a 3 d'un côté et 2 de l'autre. C'est pas forcément, graphiquement, c'est pas génial. Mais bon, c'est qu'il y avait quand même une contrainte technique, c'est que sur mobile, par exemple, fallait trouver une espèce de petite bidouille, une media query qui cache le logo à un moment et puis qui le met au bon endroit. Donc on doublait le logo pour une bonne vieille bidouille que tout le monde a fait à peu près dans la salle. Mais je pense que vous avez compris qu'avec la propriété order, tout ça, on n'en a plus besoin. Du coup, je vous ai fait un exemple. J'ai un super logo au milieu de mon menu. Et tout ce que je veux, et c'est une demande qui est assez courante quand même dans le web, tout ce que je veux, moi, c'était lui faire ça. Bon, vous savez à peu près tous qu'avant c'était assez relou, hein. Et là, le gros intérêt dans l'histoire, c'est bon, c'est facile de le faire, mais c'est surtout que c'est lisible dans le code. J'ai mis ma media query et je lui ai dit de changer l'ordre du logo. J'ai dit que tous les autres allaient être à 1 et lui était à 0, donc de fait il sera avant les autres. Sachant que, je pense que vous l'avez compris, mais si je précisais une propriété order, la même propriété order à tous les éléments concernés, ça serait l'ordre du flux HTML qui serait préservé. Un autre exemple, c'est la grille maçonnerie. Maçonnerie, tout le monde l'a utilisée à peu près, non? Une librairie JavaScript qui permet de faire des positionnements, des positionnements de grille, des effets de tuiles. Ouais, je sais pas s'ils utilisent maçonnerie, je me suis jamais posé la question. Mais c'est un maçonnerie-like, ouais, c'est la même chose. C'est ça. C'est un JS quand même. Ben ouais, parce qu'il n'y a pas tellement de choix pour faire des mises en page comme ça.
Maçonnerie en gère pas mal. Bon, je casse le mythe, hein, maçonnerie sera toujours plus efficace, il va toujours gérer les cas comment dire, les plus compliqués. Mais quand même, Flexbox, sans appeler déjà de JavaScript et sans appeler une librairie externe de surcroît, on arrive à faire des choses quand même intéressantes. Et là, j'en ai sorti une. Toc, toc, toc. En jouant sur la propriété, sur les propriétés Flex Direction et Flex ouais. En gros, je leur dis de se mettre en colonne et de gérer la césure, c'est-à-dire que par contre, j'ai dû lui imposer une taille maximale. Je lui ai imposé la taille maximale de voilà, 70 VW. Donc il a une taille maximale, et dès qu'il arrive et qu'il ne peut plus loger l'autre, il le met sur une colonne séparée. Il y a un truc, c'est que déjà, c'est vraiment un moindre frais parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose. La gestion des espaces est un peu plus simple que dans maçonnerie, parce que le truc qui est un peu chiant quand même avec maçonnerie pour ceux qui l'ont utilisé, c'est que lui il embarque des options qu'on n'a pas trop le choix d'utiliser ou pas, toutes les histoires de padding, de merging, etc. C'est plus intéressant de les utiliser avec maçonnerie, mais du coup ça veut dire qu'il y a des styles qui sont dans le JS et on perd un peu de lisibilité sur notre feuille CSS parce qu'il y a des styles qui ne sont pas dedans finalement, qui vont être apportés par maçonnerie, enfin en tout cas par l'appel JS. Donc tout ça on peut le faire simplement. Bon, le hic, c'est quand même que ce modèle-là, il impose qu'on ait une hauteur pour pouvoir créer des colonnes supplémentaires. Mais bon, après, j'ai vraiment pas été au fond du truc. Il y a des propriétés qui sont assez intéressantes comme Object Fit, et vous pouvez créer des grilles et faire en sorte que les éléments, avec des ratios différents, des images par exemple, ouais, voilà, oui, ou en tout cas il y a la même hauteur sur la rangée, ou la même largeur sur la colonne. Donc ça c'est assez intéressant, ça permet d'écarter pas mal de problématiques. Autre chose intéressante, c'est que, il y a un truc intéressant dans maçonnerie, c'est qu'il va gérer l'animation, il va la gérer via des propriétés CSS aussi, mais bon, il les injecte en JavaScript. Là, la propriété order, vous pouvez l'animer comme vous voulez. Ce qui fait qu'au changement de taille d'écran, par exemple, vous pouvez remettre de l'ordre dans vos tuiles et en plus le faire avec de l'animation. Au final, Flexbox, ça permet de faire des choses en fait qu'on fait tous les jours, mais en plus simple et plus lisible. Quelqu'un qui reprend le code, il voit un peu plus où on veut en venir quand même que tiens, quelle méthode il est utilisé pour centrer ses items dans le menu. Des display inline block, ok. Et après vous passez sur un autre projet et puis vous avez autre chose. Là vous avez quand même des choses qui sont un peu plus cohérentes et une base sur laquelle on peut à peu près tous s'accorder, donc c'est assez intéressant. Mais là j'ai fait des gabarits simples, des cas assez courants, mais quand même sur des choses assez compliquées. Il n'a pas été prévu pour des gros gabarits super complexes. Pour ça, il faut l'utiliser avec le module Grid Layouts. Ça, on pourra le voir un autre jour. Mais si vous ne connaissez pas ou si vous en avez juste entendu parler, c'est intéressant de le voir parce que les deux combinés, on peut faire à peu près ce qu'on veut et très très simplement. Ça demande un peu de temps d'apprentissage, surtout dans la mesure où vous avez déjà pas mal bossé avec HTML et CSS, il faut revoir quand même pas mal de choses. Même dans la structure du HTML, des fois, ça vous permet de penser les choses plus simplement, mais avec une logique, après avoir eu le cerveau, avoir travaillé des choses qui sont très peu logiques et très bancales pendant plusieurs années, forcément, le cerveau, il faut le remettre un peu droit. Le support est pas mal, sauf si, et ça, c'est une contrainte qu'on ne maîtrise pas, mais sauf si vous devez fournir un projet compatible du 8 IE9. Il y a vous pouvez avoir des solutions de secours, mais finalement ça implique de refaire une autre feuille CSS comme on l'a fait actuellement.
Moi j'avais commencé l'année dernière, parce qu'en fait je suis quelqu'un de très très feignant, et on m'avait demandé quelque chose d'assez compliqué, enfin de prime abord pas trop compliqué en fait, ça consistait en ça. Une grille d'images, toute simple, sauf que c'était pour un photographe, donc plein de formats différents d'images, de ratios différents. Et bon, on peut se dire que une propriété que je ne vous ai pas présentée, mais ObjectFit aurait pu faire l'affaire. Le problème, c'est que ObjectFit va faire en sorte que tous les enfants aient la même hauteur, comme je vous ai dit, par rangée, ou même largeur par colonne. Là, il ne voulait pas ça. Il voulait qu'il y ait toujours la même largeur, mais après, selon les ratios d'images qui sont à l'intérieur, ben, on aura une hauteur différente, forcément. Et pourquoi j'ai utilisé Flexbox, du coup? C'est parce que ça me permettait de faire le boulot à moindre frais. Finalement, là, chaque rangée est un conteneur flex, avec des flex items à l'intérieur pour lesquels j'ai précisé la propriété flex. Donc là, contracté, ça veut dire c'est juste du flex gros en fait. Mais l'intérêt là-dedans, c'est qu'il y a pas mal de gabarits de rangées qui étaient déjà couverts par flex, parce que par défaut, chaque item va prendre la place qui lui est disponible, et quand vous avez des images comme ça qui font le même ratio, vous êtes tranquille, ça prendra, j'ai pas eu besoin de préciser 25%, 25%, etc. Par défaut, ils ont pris la taille qui leur était, qu'on leur donnait. Et bon, j'ai fait une petite solution de secours à base de largeur en pourcentage pour à peu près tous les... ça marche plutôt bien avec IO comme ça. Bon, ça veut dire que moi j'ai franchi le cap sur un projet en prod en 2016. On peut pas dire que je sois très... je suis pas un early adopter, hein, je m'y suis vraiment mis sur le tard. Mais il y a beaucoup de boîtes qui ont franchi le cap il y a très longtemps. Twitter, et notamment Bootstrap 4 qui utilise Flexbox. Le New York Times qui à chaque fois, leur équipe front-end quand même est toujours à la pointe de ce qui se fait en matière d'intégration. C'était un des premiers sites à mettre en place des media queries et une intégration fluide. Morale de l'histoire, il n'y a plus qu'à. L'idée c'était un peu pour ceux qui n'ont jamais utilisé, les plus frigides, vous donner envie d'eux.